La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, voici les titres du journal. Une première vague du contingent togolais rentre et une seconde part la remplacer au Mali. À l'aéroport international Gnassingbé et Yadema ce matin, l'émotion était grande pour accueillir les rescapés de la dernière attaque au Mali. Et puis l'assurance pour tous est désormais actée à la Caisse nationale de sécurité sociale. L'assurance vieillesse vient d'être lancée. Les détails dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Floris Gnassingbé. Le ministre en charge de la communication, Foli Bazi et Katari, nous livre le communiqué l'ayant sanctionné. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 6 novembre 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 6 novembre 2019 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. À l'entame des travaux, le président de la République a félicité le gouvernement pour les efforts réalisés, lesquels efforts ont induit les bons résultats obtenus et consacrés par le rapport Doing Business 2020. Pour maintenir le cap et être plus performant, le chef de l'État a demandé au ministre de s'impliquer davantage dans le traitement à temps des dossiers et l'accompagnement que requièrent les partenaires du secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement PND. À cet effet, le président de la République exhorte tous les ministres ainsi que les services de l'administration publique à œuvrer à un rythme soutenu et garantir les facilités nécessaires pour la célérité des affaires. Il les engage à une diligente attention aux préoccupations du secteur privé. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 4 projets de décret, écouté une communication et abordé des divers. Au titre des décrets, le premier projet de décret adopté par le Conseil des ministres porte autorisation de perte de la nationalité togolaise. L'acquisition de la nationalité de certains pays, notamment de l'Europe, ne devient effective que sous la condition suspensive de la preuve par les bénéficiaires de la perte de la nationalité de leur pays d'origine. Afin de permettre aux ressortissants togolais désireux d'obtenir la nationalité d'un autre pays, les dispositions des articles 23 et 24 de l'ordonnance numéro 78-34 du 7 septembre 1978 portant code de la nationalité togolaise offre la possibilité de renoncer à la nationalité togolaise. La perte de la nationalité togolaise est autorisée par décret en Conseil des ministres conformément aux dispositions de l'ordonnance précitée. Elle comporte la restitution par le bénéficiaire de tous les documents officiels, à savoir le certificat de nationalité togolaise, la carte d'identité, le passeport et la
la carte consulaire. Le présent décret autorise donc la perte de la nationalité togolaise à 500 Togolais résidant en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Chine, aux États-Unis et en Autriche. Le deuxième projet de décret, adopté par le Conseil des ministres, fixe les conditions d'application du régime du transit ordinaire. La loi numéro 2018-007 du 25 juin 2018 portant code des douanes nationales prévoit en son article 133 qu'un décret en Conseil des ministres fixe les conditions d'application du régime du transit ordinaire. Le présent décret est pris en application de cette disposition et répond au souci de garantir une gestion efficace du transit en mettant en œuvre les recommandations de l'Organisation mondiale des douanes et de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la Convention de Kyoto révisée et l'accord sur la facilitation des échanges visant à sécuriser et à faciliter le commerce international. Le transit ordinaire est le régime douanier qui permet le transport des marchandises d'un bureau de douane ou d'un entrepôt de douane à un autre bureau ou à un autre entrepôt de douane situé sur le même territoire. L'adoption de ce décret permet au gouvernement de disposer d'un instrument juridique pour renforcer les mesures de contrôle des marchandises qui circulent sur le territoire douanier entre deux bureaux de douane. Le troisième projet de décret adopté par le Conseil des ministres fixe les modalités de destruction des objets ou marchandises confisquées. La loi numéro 2018-007 du 25 juin 2018 portant code des douanes nationales dispose que certains objets ou marchandises confisquées par l'administration douanière soient détruits en raison de leur caractère dangereux. Cette loi prévoit que les modalités de destruction soient fixées par décret en Conseil des ministres. Le présent décret fixe donc les modalités de destruction de ces objets ou marchandises en vue de réduire les conflits et contestations liées à ces destructions. Le quatrième projet de décret, adopté par le Conseil des ministres, porte approbation du document de politique nationale de qualité. Dans le contexte actuel de la globalisation de l'économie, l'accès des produits au marché et leur compétitivité sont conditionnés par le respect des normes relatives à la protection du consommateur et de l'environnement. Les produits et services togolais ne dérogent pas à ces règles. Leur conformité devra être démontrée dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité internationalement reconnue. Le document de politique nationale de qualité répond à cette exigence. La politique nationale de qualité vise à établir un cadre adéquat pour le développement et le fonctionnement d'une infrastructure
de qualité, convenable, pertinente et efficiente. Elle prend en compte tous les secteurs de développement et a pour objectif, entre autres, de promouvoir la culture de la qualité au sein des populations et des organismes publics et privés, de protéger le consommateur et l'environnement, assurer la conformité des biens et services aux exigences du marché, établir un système national de métrologie efficace et efficiente. L'adoption de cette politique permettra au Togo de se doter notamment d'un document de référence pour l'ensemble des acteurs de promotion de la qualité, de garantir la qualité des produits et services nationaux ou importés, de bâtir une économie forte et compétitive et de s'inscrire dans une dynamique régionale relative à l'harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire en matière de la qualité. Au titre des communications, la communication écoutée par le Conseil des ministres relative à la mise en œuvre du plan stratégique de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a été présentée par le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme. Dans le cadre des réformes institutionnelles engagées par l'État et suite à l'adoption du plan national de développement, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a adopté le 8 avril 2019 un plan stratégique de développement et de modernisation 2019-2023. L'adoption de ce plan se justifie par les différentes mutations qu'a connues la HAC avec la promulgation de la loi organique numéro 2018-029 du 10 décembre 2018 qui réorganise la HAC, renforce ses pouvoirs de sanction et prend en compte l'évolution actuelle du monde de la communication et de l'audiovisuel. Ces mutations font émerger des défis et enjeux nouveaux liés à la régulation à relever par la HAC. Cette communication est examinée en première lecture. Au titre des divers, le Premier ministre a, au nom du gouvernement, réitéré au président de la République les admirations du gouvernement pour sa vision pour le Togo et pour avoir su donner les impulsions et orientations nécessaires à la poursuite sans relâche des réformes, surtout en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Ces réformes ont permis à notre pays de réaliser en matière de facilitation des affaires un bond qualitatif de 40 places selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Ce score ainsi que l'atteinte d'autres indicateurs de développement démontrent à suffisance que le Togo avance grâce au leadership du chef de l'État. Le Premier ministre a exhorté tous les membres du gouvernement à jouer leur partition pour plus d'impact et inciter toutes les couches sociales à œuvrer davantage dans la paix et la sécurité pour le développement de notre cher pays en vue d'atteindre l'émergence. Fait à Lomé le 6 novembre 2019, le Conseil des ministres.
Nommé au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près la République du Ghana, colonel Panassa Awoki. Le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbe, a reçu en audience cet après-midi le président directeur général du groupe Asian, spécialisé dans les secteurs des télécoms, de l'énergie, de l'immobilier et des services financiers. Monsieur Hassanier Haridji, PDG du groupe Asian, est donc allé présenter au chef de l'État un projet de privatisation du groupe Togocom. Nous reviendrons en détail sur cette audience accordée par le chef de l'État dans le courant de cette édition. Et puis la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 9e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain, jeudi 7 novembre 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Signé la présidente Yawa Djibodi Tchegan. Ils ont participé au maintien de la paix au Mali au péril de leur vie. Les soldats togolais de la première vague du 6e contingent de la MINUSMA sont de retour au Bercail et pendant que d'autres partent au même moment. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoa. Après 12 mois d'opération de maintien de la paix au Mali, les voici tous fiers d'avoir accompli une mission noble. D'un effectif de 89 hommes et femmes, essentiellement des policiers, gendarmes et militaires, cette première vague du 6e contingent togolais de la MINUSMA a regagné Lomé ce mercredi. Assurer la paix, protéger les civils et garder les sites stratégiques des Nations Unies contre toute attaque terroriste, et ce, avec loyauté, abnégation et courage, telle a été leur mission au Mali. Le chef division des opérations de maintien de la paix, colonel Oyome Kokou Kemens, leur a souhaité la bienvenue au nom du chef d'état-major général des FAT. En remplacement, la première vague du 7e contingent, composée elle aussi de 89 soldats, a pris les airs tôt ce mercredi matin à l'aéroport international Gnassingbé Yadema pour la même mission. Quand on va en mission, équipé de moyens modernes, de nouvelle génération, avec un personnel entraîné, professionnel et soudé, le moral ne peut être que haut. Donc c'est très confiant que je pars en mission. Nous aurons à contribuer à côté des autres forces et des autres pays à stabiliser le Mali. Le Togo a le secteur centre, le secteur de Douenza. Donc nous aurons donc à contrôler ce secteur aux côtés des autres forces. Nous ferons des missions donc de patrouille, d'escorte de convoi et nous appuierons le processus de DDR qui va bientôt commencer. C'est pour moi l'occasion de dire un grand merci aux autorités hiérarchiques, en particulier le chef des armées, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbe, qui ne ménage aucun effort quant à la formation et à la sécurité nationale et internationale. La compagnie Ethiopian Airlines effectuera 12 fois ses rotations jusqu'au 17 novembre prochain. Au total, 1015 soldats, tous corps confondus, seront déployés durant la période pour assurer la relève en terre malienne. Le Togo, avec l'appui de l'Union européenne, a mis en place un nouveau registre de garde à vue uniformisé et standardisé. Ceci pour se conformer au code de procédure pénale et aux lignes directives sur les conditions d'arrestation et de détention provisoire en Afrique. Les explications sur le rôle de ces registres dans ce reportage de Aimé Alpha, Gisèle Kozona et Abili Niazimbe. Les unités d'enquête et de police judiciaire disposent désormais d'un registre uniformisé de garde à vue selon les normes internationales. 400 exemplaires sont remis au département ministériel chargé de la sécurité nationale à des fins utiles. Le registre respecte et est conforme au code de procédure pénale et aux lignes directives sur les conditions d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique. Des mesures prises à travers le programme d'appui au secteur de la justice. La loi permet à l'officier de police judiciaire de prendre compte cette personne
une mesure privative de liberté qu'on appelle la garde à vue, qui est exécutée dans les locaux de la police judiciaire. La loi impose que dans chaque locaux d'enquête de police judiciaire, qu'il soit tenu un registre de garde à vue. Nous avons décidé donc concevoir un registre unique pour la police et la gendarmerie. Il ne doit pas y avoir de différence. Et nous avons érigé ce registre-là à un standard. C'est-à-dire que nous avons demandé que ça respecte certaines normes prescrites. Des équipements ont été réceptionnés par le Togo au cours de cette rencontre en vue d'implémenter la plateforme régionale d'information au niveau des services à travers le programme CIPAO ou le système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest. Le programme CIPAO vient d'un constat. Le constat, c'est la recrudescence de la criminalité transnationale organisée dans la région ouest africaine. Le Togo a déjà signé le protocole avec Interpol. C'est ce protocole qui donne l'accès au programme. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile salue les deux programmes qui ont permis de renforcer l'arsenal juridique togolais. Le registre de garde à vue retrace tous les renseignements et informations concernant la personne gardée à vue dans une unité de la police ou de la gendarmerie. Il peut à tout moment être contrôlé par le parquet et les organisations de défense des droits de l'homme qui peuvent demander à y avoir accès. Il est donc d'une grande importance dans les unités des services d'enquête de police judiciaire. Le programme CIPAO-WAPIS vise à interconnecter dans un premier temps les services nationaux chargés de l'application de la loi à travers une plateforme d'enregistrement, d'échange et de partage d'informations policières et dans un second temps interconnecter les plateformes nationales à travers une plateforme ouest-africaine. Je voudrais à cette occasion, au nom du gouvernement togolais, exprimer toute la gratitude et la reconnaissance du peuple togolais au gouvernement et au peuple de l'Union européenne pour leur assistance multiforme et constante aux initiatives nationales et communautaires visant à renforcer les capacités des forces de sécurité pour mieux protéger les populations contre toute forme de menace. Le programme CIPAO, mis en œuvre par Interpol et initié par la CEDEAO, vient donc renforcer la coopération policière dans l'espace CEDEAO et G5 Sahel. Il met l'accent sur l'efficacité des services chargés de lutter contre la criminalité et le terrorisme dans les deux espaces. Dans le cadre de la célébration de la journée de la fonction publique, le ministère de la Justice, en collaboration avec celui de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, organise des journées administration rapide de proximité depuis le 4 et ce jusqu'au 28 novembre 2019 dans les lycées des régions de la Kara et des plateaux. Au cours de cette opération, 3000 jugements supplétifs et rectificatifs et 7000 certificats de nationalité seront délivrés aux usagers. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, invite toute la population des dites localités désireuses de se faire délivrer ces actes dans un délai record à procéder au dépôt des demandes dans les services concernés. Le ministre remercie la population pour l'engouement qu'elle accordera à ces journées. Et c'est donc un communiqué du ministre en charge de la justice, Kokouvi Agbitomi. L'avenir des acteurs du secteur informel est désormais certain. Ils seront assurés en cas d'invalidité, à la vieillesse et encore les ayants droit en cas de décès. L'assurance vieillesse pour tous, un produit de la Caisse nationale de sécurité sociale présenté ce mercredi à Lomé. Les précisions avec Saharou Orotou et Esther Laclé. Ils font partie de ces acteurs qui participent activement à l'économie nationale. Ils sont des agriculteurs, coiffeuses, artisans, commerçants, taximens, artistes, leaders religieux et entrepreneurs. Ils sont tous du secteur informel et ont tous une même inquiétude, leur vie dans leurs vieux jours. Akouvi est coiffeuse et avait une idée sur comment préparer sa retraite. Avant, moi, je croyais que si je construis une maison, ça peut m'aider. Si je loue ça, je vais gagner un peu d'argent dedans dans ma vieillesse. Rien ne garantit la viabilité de ce projet.
Elle fait partie des 90% du PIB national exerçant dans l'informel, dont l'avenir est rarement assuré après la retraite. À leur côté, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, avec le produit Assurance Vieillesse pour tous. C'est en sorte la pension que vous aurez à la fin, c'est-à-dire de votre carrière plus ou moins professionnelle, comme il faut le dire, parce que chacun exerce quelque chose, un métier. Voilà, donc c'est là, c'est une pension. Et dans au niveau de l'assurance, en principe universelle, ça devient une assurance universelle. Elle est en principe obligatoire pour tout le monde, que chacun puisse avoir accès à une pension au minimum pour pouvoir survivre, parce que dans les vieux jours, c'est très difficile de vivre sans ressources. Nous avons vu, et nous continuons de voir, c'est-à-dire des parents qui sont aujourd'hui là dans la misère. Ils avaient compté sur leurs enfants, mais aujourd'hui ils ont déchanté très rapidement, parce que les enfants aussi ont aussi les charges. Donc il faut au moins que le parent, c'est-à-dire dans sa vieillesse, puisse avoir quelque chose qui provienne de ce qu'il avait, c'est-à-dire cotisé. Donc c'est le fruit de ses efforts, cette pension. L'extension de la sécurité sociale à ces acteurs s'arrime à l'axe 3 du plan national de développement PND 18-22. Ils sont assurés en cas d'invalidité, à la retraite et les ayant droit en cas de décès. Initiative appuyée par le Bureau international du travail et qui d'ores et déjà reçoit l'adhésion des partenaires et bénéficiaires. C'est une démarche qui permet à tous les acteurs, à tous les concernés et surtout les parties prenantes de se manifester et de donner leur vision et éclaircir les besoins afin que les solutions que l'État et notamment son représentant, la Caisse nationale de sécurité sociale, puissent proposer des solutions adaptées à cette spécificité de l'économie informelle. Mais surtout, avancer dans la prudence, c'est ce que la CIPRES conseille maintenant à tous les acteurs qui avancent dans cette démarche-là. Nous n'avons pas de retraite, les artistes n'ont pas de retraite. Donc, ce programme est bienvenu. Ça nous permettra de nous organiser pour que vers la fin de notre vie, nous aussi nous puissions gagner quelque chose comme pension. Donc, nous sommes très contents. Les artistes sont très contents d'apprendre qu'il y a un programme comme ça à leur égard. Nous sommes tellement satisfaits, nous les conducteurs routiers. Depuis des années, nous cherchons à nous immatriculer au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour au moins réduire nos peines au moment où nous serions vieux. Donc ce serait une bonne chose que nous soyons aussi immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Bon, en attendant que la procédure nous soit communiquée, eh bien, l'impression c'est qu'on est satisfait. La présente rencontre ouvre la voie à une série de campagnes qui couvrira les 5 régions du Togo. Campagne qui, selon le directeur des prestations techniques de la CNSS, représentant Madame Ingrid Awadé, directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale, est destinée à recueillir l'avis de tous les bénéficiaires, même ceux résidant dans les lieux les plus reculés. L'objectif de cette assise de Lomé, qui va continuer également à l'intérieur, c'était de montrer un peu les grands choix caractéristiques que nous voulons donc opérer dans le cadre donc de l'extension de la couverture sociale à ces nouvelles groupes cibles, l'informel, les indépendants, les ministres de culte. Donc on est dans une phase de concertation, comme le titre le dit, d'échange, pour pouvoir leur dire voilà ce que nous pensons être le mieux adapté à votre réalité et qu'est-ce que vous en dites. Et c'est l'exercice que nous avons fait tout à l'heure et nous avons recueilli des observations très intéressantes. Nous allons continuer la campagne sur l'ensemble du territoire national et à l'issue, nous allons analyser toutes ces observations et nous allons sortir un produit que nous espérons répondre donc aux spécificités des travailleurs. Et l'ambition de Madame le DG, c'est que ici, le début du mois de janvier 2020, qu'on puisse avoir le premier enrôlement de ces travailleurs-là au sein de notre couverture sociale. C'est depuis 1956 que la CNSS assure le salarié togolais. Depuis 2011, le secteur informel est pris en compte par cette couverture sociale qui prend ici officiellement corps.
Elle étudiera cas par cas la situation de chaque acteur du secteur informel afin de lui offrir l'assurance adaptée. Et je vous annonçais en début d'édition que le chef de l'État a reçu en audience cet après-midi le président directeur général du groupe Action, spécialisé dans les secteurs des télécoms, de l'énergie, de l'immobilier et des services financiers. Monsieur Hassanieh Aridji du groupe Action donc, est allé présenter un projet de privatisation du groupe Togocom au chef de l'État, Forest Zimna Nyazingbi. Le contenu du dit projet est décliné au micro de Gérard Lagoudou. Je voulais remercier avant tout son Excellence Monsieur le Président de la République pour son accueil ici à Lomé au Togo dans le cadre du processus de privatisation de la société Togocom. Je voulais aussi le remercier de sa disponibilité et de son écoute. Et enfin, je voulais le remercier pour la confiance qu'il accorde au consortium Action pour le développement et la transformation digitale que nous allons opérer bientôt dans le secteur des télécommunications au Togo. Nous arrivons avec un projet extrêmement ambitieux dans le cadre de cette privatisation. Ce projet consiste en 3 axes extrêmement importants. Un investissement massif dans les infrastructures, aussi bien de couverture, dans les infrastructures de transport, dans les infrastructures IP et dans le mobile money, afin d'apporter le meilleur de la qualité de service. Deuxième volet de ce projet consistera à étoffer, à compléter, à développer l'expertise que nous trouvons et que nous avons rencontrée au sein des équipes de Togocom. Nous avons rencontré des experts, des gens qui ont énormément de talent et nous souhaitons nous mettre avec eux pour développer le secteur des télécommunications. Enfin, la troisième partie de notre programme, ce sera d'améliorer et d'apporter de nouveaux services. Aujourd'hui, le monde du digital est en train de bouger extrêmement rapidement et nous souhaiterions aujourd'hui être aux côtés des Togolais et faire un nouveau secteur des télécommunications par les Togolais, pour permettre à chacun des Togolais de rentrer dans le monde digital. Le chef de l'État était extrêmement intéressé quant à notre projet de développement, mais surtout à l'ambition que nous allons apporter au Togo. Aujourd'hui, il y a un plan national de développement au Togo. Ce plan national de développement est axé à la fois sur la logistique, sur l'agriculture et les industries extractives et sur les services. Et aujourd'hui, nous souhaitons être un des vecteurs d'accompagnement et de développement de cette transformation. Donc nous sommes extrêmement enthousiastes et nous pensons qu'il y a une véritable complémentarité à développer ensemble. Merci. Et nous reviendrons demain dans nos prochaines éditions sur la signature de cet accord intervenu cet après-midi à la présidence de la République. Bientôt une formation de type dual pour les artisans de Tokli dans la préfecture de Yoto. Une signature d'accord de partenariat a eu lieu à cet effet à Lomé entre l'usine de production de clinker Scan Togo et la coopération allemande GIZ. Aimé Alpha et Ferdinand Diassoua nous en disent plus. À travers ces paraphes, le projet formation initiale et continue axé sur la pratique dans le secteur du bâtiment entre dans sa phase opérationnelle à Tokli, dans la préfecture de Yoto. Plus de 200 artisans, spécifiquement des maçons et charpentiers, seront outillés sur la construction d'habitations écologiques et à moindre coût avec des matériaux locaux disponibles. D'une durée de 3 ans, ce projet de l'entreprise Scan Togo, spécialisée dans la production du clinker, bénéficie d'un appui technique et financier de la coopération allemande GIZ. Scan Togo est donc une des plus grosses industries ici au Togo. Le groupe Heidelberg Cement a investi pratiquement plus de 200 millions d'euros. Et pour nous, il nous paraît indispensable de développer nos activités de responsabilité sociétale et aussi de formation aussi de nos populations avoisinantes autour de notre site de production, d'où ce projet. Tant bien sûr que les populations profitent dans le cadre de la formation, qu'il y a une dynamisation de l'économie locale à travers le secteur de construction et que les recettes et les conditions de vie des populations à la fin dans cette région de Tokli autour de Tagbigbo sont améliorées. 204 000 euros, soit près de 134 millions de francs CFA, seront investis dans cette formation dite de type dual. Et les bénéficiaires se réjouissent des retombées du projet dans la localité de Tokli.
Nous sommes très fiers du lancement de ce projet qui va permettre de former nos jeunes artisans afin de les rendre plus performants. De retour, je vais les mobiliser afin qu'ils puissent participer massivement. Le projet s'inscrit dans le programme Formation professionnelle et emploi des jeunes Profopège de la coopération allemande GIZ. D'ores et déjà, le gouvernement se félicite de cette initiative de l'entreprise Scan Togo. Elle vise non seulement à développer les zones minières, mais surtout à les rendre écologiquement viables. Au siège de la SICARE se déroulent les travaux de la session légale de la compagnie dont la mise en application est prévue pour janvier 2020. Et ces assises permettront donc aux participants une bonne compréhension de la thématique, gage d'une bonne application. Le compte rendu et les explications avec Mathias Togolo. Fédérer pour mieux réagir face au potentiel sinistre dans la zone ciment, plus qu'une nécessité, c'est désormais une urgence pour la compagnie de réassurance SICARE. Et pour réussir cette mission, les acteurs du secteur des assurances de la zone doivent être mieux outillés avant janvier 2020, date de mise en application des nouvelles dispositions. En fin 2020, le chiffre d'affaires de la SICARE sera porté de 50 milliards actuellement à 70 milliards. Cette ressource additionnelle, c'est elle qui va augmenter le financement de la compagnie, prendre en charge les assurés. Ces assises permettront de clarifier à l'attention des participants l'articulation entre les deux modes de cession, cession surtraitée et cession au premier franc. Lorsque vous prenez un contrat d'assurance, vous vous assurez votre véhicule. Lorsque vous causez un accident, c'est votre assureur qui intervient. Mais vous ne savez pas que derrière l'assureur, pour préserver sa capacité financière, l'assureur se réassure. Donc cède une partie des primes au réassureur. Lorsque le sinistre va arriver et que le sinistre va dépasser ta capacité, le réassureur va intervenir sur ce sinistre avec toi. En plus de sa mission principale de réassureur professionnel, la SICARE a développé depuis sa création une politique d'assistance de proximité incluant particulièrement la formation au profit de ses partenaires. La cession sous-traitée a été ramenée de 15 à 10% et les autorités ont fixé une cession au premier franc de 5%. Alors les séminaires de ce jour visent donc à expliquer à nos partenaires, donc aux compagnies d'assurance qui vont donc appliquer le nouveau dispositif de cession légale, les modalités d'application de ce nouveau dispositif. Parce que là, nous allons avoir une cession légale au premier franc de 5% qui va être combinée à une cession légale sous-traitée de 10%. Donc il faut que les partenaires, les compagnies d'assurance sachent exactement les modalités d'application. Et ces modalités d'application, je dois préciser que les modalités ont été donc adoptées dernièrement par l'Assemblée générale des États membres, qui a constitué l'ensemble des ministres en charge des assurances des États membres. Et ces modalités ont été adoptées le 10 octobre dernier. Et donc nous avons ouvert le séminaire et je pense que d'ici donc les 2 jours, les assureurs auront tous les éléments pour une bonne application de ce nouveau dispositif. La cession légale au premier franc est l'un des instruments privilégiés concédés par les États membres à la compagnie, non seulement pour lui permettre d'assumer convenablement son mandat, mais aussi et surtout pour atteindre les objectifs précis. Augmenter la rétention des primes dans la zone, accroître dans une certaine mesure la mutualisation des risques par autocession aux réassureurs et compagnies d'assurance de la zone, d'une part, des affaires dépassant la capacité de la SICARE. Enfin, favoriser la création d'une base de données assurantielle. Et c'est sur cette réunion de la SICARE que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.